Merci, Dr Barrada, pour cette présentation. Tout d'abord, je remercie MG Maroc pour cette invitation. Est-ce qu'on peut réduire la lumière? Voilà, donc, le but de cette présentation, c'est un peu montrer comment lire de façon grossière le scanner abdominal, ou bien la TDM abdominale, et on va dire démocratiser un peu cette technique, ou bien cet examen. Cet examen n'est pas destiné uniquement aux spécialistes d'organes, mais même le médecin généraliste, il pourra voir et pourra avoir les critiques sur ces examens. Donc on va essayer pendant ces 30 minutes de voir comment on va interpréter cet examen. Voilà pour dire, pour le scanner abdominal, il n'y a pas que le scanner abdominal. Donc il n'y a pas un seul scanner abdominal. En fait, il y a plusieurs types de scanners. Et le choix de ces types de scanners, il dépend essentiellement de l'indication clinique. J'insiste de façon importante pour dire c'est l'indication clinique qui va nous montrer qu'est-ce qu'on va faire avec ce scanner. Est-ce qu'on va réaliser un scanner abdominal, abdominopelvien, un coloscanner, un entéroscanner, un neuroscanner, un angioscanner? Vous voyez, il n'y a pas un seul type de scanner, il y a plusieurs types. Le choix, il dépend de votre indication. C'est très très important. C'est pour ça, quand on va réaliser un examen type scanner, c'est-à-dire les renseignements cliniques de façon précise et sont d'une importance capitale pour mener l'indication et en même temps par la suite l'interprétation. Voilà, donc pour dire un peu, sur le plan technique, il y a plusieurs ingrédients. Donc vous voyez, on peut... Est-ce qu'on peut réduire la lumière comme ça pour voir les images? Donc vous voyez, tout d'abord, pour réaliser un bon scanner abdominal, un minimum est requis. Il faut voir un scanner, on n'a pas besoin d'un scanner, je ne sais pas, 512 multibarrettes. Minimum 4 à 6 barrettes sont largement suffisantes pour réaliser un bon scanner abdominal. Donc vous voyez que donc la façon avec laquelle on réalise le scanner, il est variable. Donc on peut faire ce qu'on appelle une ingestion d'eau, ou parfois remplissage par voie basse, etc. Ça dépend en fait de ce qu'on veut. Ce qu'on veut voir. Est-ce qu'on va étudier le côlon, on va étudier l'intestin grêle, etc. Donc, parce que quand on parle d'un scanner abdominal, il n'y a pas que les organes pleins, il y a également les organes creux qu'on veut explorer. Et ça, c'est l'indication qui va préciser. Voilà, donc, et puis on passe par la suite à l'étape de lecture. Donc, en principe, quand vous recevez un scanner abdominal, vous recevez donc, des planches comme ça. Le médecin généraliste est également le critique pour voir est-ce que c'est un bon scanner, pas un bon scanner, etc. Donc il y a, tout d'abord, on doit s'assurer de l'identité du malade, bien sûr, et les coupes doivent être fines, au moins 1,5 mm, et il faut s'assurer est-ce que c'est un examen qui est injecté. Donc vous voyez ici le surplus et on voit les vaisseaux. On va voir qu'il y a plusieurs types d'injections en fonction de l'indication. Voilà, donc sur le plan pratique, donc de façon grossière, quand on réalise un scanner avec injection, donc vous voyez, on injecte par voie intraveineuse, et puis il y a le produit de contraste qui va arriver au niveau de l'oreillette droite, le ventricule, etc., l'aorte, et puis il va se distribuer dans l'organisme au niveau de l'aorte, au niveau des artères rénales, et par la suite, il va être éliminé de façon élective par voie urinaire. Donc vous voyez, c'est ça le circuit de façon globale du produit de contraste et l'interprétation du scanner, on va voir qu'il va dépendre de quel organe on va explorer. Donc là, vous voyez, quand on réalise, ça c'est une coupe axiale, ça c'est le scanner. Donc vous voyez déjà, c'est un scanner qui n'est pas injecté, il n'y a que le contraste naturel. Et ici, il y a l'aorte qui n'est pas opacifiée. La veine cave, la même chose. Et les reins sont derrière ici, il n'y a pas d'excrétion urinaire. Là, vous voyez, c'est un scanner qui est injecté. C'est une injection qui est faite au temps artériel. Quand on va étudier soit les artères, soit des organes et des lésions qui vont prendre le contraste au temps artériel. Donc, on va voir que la sémiologie des lésions, elle est variable. Il y a des lésions qui vont prendre le contraste au temps artériel, d'autres au temps veineux, etc. Donc, vous voyez, la sémiologie elle dépend de cette cinétique. Et puis là, on va voir, donc ça c'est l'aorte et la veine cave inférieure qui sont remplies. Donc vous voyez là, c'est un temps veineux. Et là, c'est un temps tardif et on voit déjà l'excrétion au niveau des voies urinaires. Sur le plan pratique, on ne réalise pas ces étapes pour tous les malades. Ça dépend de l'indication. Donc,
ce temps tardif, par exemple, il n'est pas obligatoire pour tous les patients. Donc, vous voyez que c'est l'indication qui va nous dire quel type de technique on va adapter. Voilà, quand on reçoit un compte rendu radiologique, on va insister sur ces organes. Donc, il faut voir le foie, on va voir comment on va le voir, les voies le tronc porté, les veines sous-hépatiques, le pancréas, la rate, les reins, le surrénal, est-ce qu'il y a des adénopathies, est-ce qu'il y a des épanchements, et l'analyse des structures digestives. Voilà, tout d'abord, on commence par le foie et les voies biliaires. Donc ça, à l'état normal. Donc vous voyez, à l'état normal, ça, ce sont des coupes scanographiques. Donc ça, c'est le foie. Donc vous voyez, il est homogène. Et ce qu'on voit ici, ce sont les branches portales et les branches sous-hépatiques. Donc vous voyez là, c'est les veines sous-hépatiques et les branches portales. Donc l'aspect, ça c'est le foie tout à fait normal. Donc on va passer une vidéo pour passer les vidéos, je ne sais pas comment. Passer les vidéos. Donc on va analyser, on va essayer de voir une série d'images, parce que sur le plan pratique, on n'analyse pas image par image, on analyse une série. Donc voilà. Comment on interprète, voilà, donc ça va défiler de haut en bas. On voit donc le foie, les veines sous-hépatiques, l'estomac à gauche, là c'est l'aorte, le tronc porte, et on voit, ça c'est le pancréas, l'aorte, la veine cave inférieure, on voit les reins derrière, la rate par là, et puis ici la graisse péritonéale et le tube digestif. Voilà. À l'état normal, donc vous voyez que ça c'est le foie normal. Vous voyez que les voies biliaires intrahépatiques, ils sont fines. À l'état normal, ils sont fines, on ne les voit pas. Quand ils sont pathologiques, ils vont être dilatés quand ils sont pathologiques. La voie biliaire principale, vous voyez, pardon, elle est là, ça c'est le pancréas. La voie biliaire principale, pardon, sur une coupe transversale, c'est ici. Sur une coupe coronale, c'est ça la voie biliaire principale. Il a un contenu hypodense. Donc, il est fin à l'état normal. Pardon. Donc, quand ils sont dilatés, on voit ici les voies biliaires intrahépatiques. Merci. Voilà, les voies biliaires intrahépatiques. Quand on voit cet aspect ici, donc ça c'est les branches portales, là ils sont dilatés, on dit ce sont des voies biliaires intrahépatiques qui sont dilatées. Pardon. Donc je reviens à l'état normal, donc vous voyez que les voies biliaires ne sont pas dilatées, là ils sont dilatés, donc ils sont pathologiques. Quand ils sont pathologiques, ils sont en général en amont d'un obstacle, le plus souvent au niveau en bas. Donc là, quand on voit une coupe transversale, on voit une voie biliaire qui est dilatée, voie biliaire principale. Voilà, et ça c'est la voie biliaire principale qui est fine. Donc quand il dépasse en général 2 mm, il est dilaté. Donc là, sur cette coupe coronale, on voit la vésicule biliaire, la voie biliaire principale qui est dilatée en amont d'un obstacle en bas. Donc quand on voit cet aspect comme ça, c'est une voie qui est pathologique. Donc on revient à l'état normal, là c'est une voie biliaire principale qui est fine. Et on voit le foie homogène et le tronc porte. Concernant le pancréas c'est un organe rétropéritonéal, il faut savoir l'analyser. Donc là, sur cette coupe scanographique, on voit le foie à droite, ça c'est les branches portales, et le pancréas, elle est là. Le pancréas, il a des contours lobulés, c'est tout à fait normal, hein. C'est pas comme le foie. Le foie, il a des contours lisses. Donc vous voyez le contour lisse, la lobulation pancréatique, c'est tout à fait normal. Quand il devient lisse, il est pathologique. D'accord ? Par exemple, dans les pancréatites, parfois, il y a cette perte de lobulation. Parfois, dans certains processus, il y a une perte de cette lobulation et il devient pathologique. Donc là, c'est l'aspect tout à fait normal. Le canal Wirsung, vous voyez, il n'est pas dilaté. Il est fin, on ne le voit pas le plus souvent, ou bien on le voit à peine. Par contre, quand on le voit comme ça, donc ça c'est un canal de Wirsung qui est dilaté, et le plus souvent en amont d'un processus de la tête, ou bien une lésion de canal pancréatique principal. Donc là, on revient à l'aspect normal. Et là, c'est l'aspect pathologique. Concernant la rate, c'est comme le foie. Il a la même densité. Il est homogène. Donc, vous voyez le foie ici, il est homogène. Contour lisse, la même chose. Rate homogène, contour lisse. D'accord ? On la voit sur une coupe transversale et sur une coupe coronale pour mesurer son grand axe. Concernant le rein et le surrénal, les reins ils sont en arrière. Ils vont
se rehausser après injection, et puis ils vont éliminer le produit de contraste par la suite. Et le surrénal, vous voyez, la surrénale, c'est là. Ce qu'on appelle l'aspect en Y inversé, ou bien l'aspect en V. Les bras, ils sont fins. La surrénale, ils ont des bras fins. Quand il y a des bras qui sont épais, plus de 3 à 4 mm, on est dans l'hyperplasie surrénalienne. Et parfois, on peut avoir un nodule surrénalien. Et ce nodule surrénalien, bien sûr, on va l'analyser pour savoir est-ce que c'est un adénome ou autre chose. Donc, l'essentiel, il faut savoir le connaître. Et ils sont juste au-dessus du rein. Donc, toujours la même chose au niveau du surrénal. Et ça, sur une coupe transversale. L'aspect en V inversé ou bien en Y inversé. Concernant le tube digestif, donc quand on parle d'un TDM abdominal ou bien abdominopelvien, parfois on doit explorer le tube digestif et ça dépend de l'indication. Par exemple, si on est devant une maladie de Crohn ou bien tuberculose, on doit distendre l'intestin grêle parce qu'un intestin grêle affaissé, c'est comme dans la vésicule biliaire. Si le malade, par exemple, il a mangé, la vésicule biliaire va se vider, on ne peut pas l'analyser en échographie. C'est la même chose pour l'intestin grêle au scanner. Donc là, je commence d'abord par l'estomac. Donc ça, c'est l'estomac. Parfois, c'est vrai que l'exploration de l'estomac, c'est la fibroscopie. Parfois, on reçoit des demandes d'examen pour des douleurs épigastriques et on arrive à découvrir des tumeurs de l'estomac au scanner et puis on va envoyer le patient pour la fibroscopie. Mais pour détecter ces tumeurs de l'estomac, il faut que l'estomac soit distendu. C'est très très important. Vous voyez là, c'est un patient, on lui donne à boire sur la table de l'examen. Comme ça, on va distendre l'estomac. Donc là, c'est une coupe coronale. Vous voyez l'estomac qui est distendu. On arrive à analyser la paroi. Là, la paroi est très très fine. Et parfois, on peut découvrir des petites tumeurs au niveau de l'estomac, un épaississement gastrique. Donc là, par exemple, ce patient, on a rempli l'estomac, on a découvert un petit diverticule gastrique postérieur. Donc vous voyez cette distension, c'est pour ça que l'indication est très très importante. Malade qui présente de douleur épigastrique, avant parfois de réaliser la fibroscopie, on reçoit ce patient, et il faut distendre l'estomac pour analyser la paroi. Donc là, c'est l'intérêt du scanner, c'est qu'il permet une analyse totale. On peut analyser en même temps le thorax et le reste des organes. Donc là, sur ce patient, vous voyez que comparativement au premier, on a une paroi qui est, comment il est épaissi. Donc là, c'est une paroi qui est tumorale. On adresse le patient par la suite à la fibroscopie pour faire le diagnostic histologique de cette tumeur. Donc vous voyez la même chose ici, un estomac distendu avec un antre qui est épaissi et régulier. Là, typiquement, c'est tumoral, c'est malin. Vous voyez la même chose ici. Vous voyez la paroi fine au niveau de la grosse tubérosité, mais au niveau de l'antre, c'est vraiment épaissi et régulier, c'est tumoral. Donc là, quand on veut analyser l'intestin grêle, donc vous voyez quand l'intestin grêle il est vide, l'analyse est très très difficile. Comme dans ce cas-là par exemple, ici on peut passer à côté des lésions, que ce soit inflammatoires, tumorales, de façon rapide. Mais quand on va distendre l'intestin grêle, et il y a une technique, il y a plusieurs techniques pour la distension. L'essentiel, c'est on va voir une distension. C'est comme l'analyse de la vessie, par exemple, ou bien la vésicule biliaire à l'échographie. S'ils ne sont pas distendus, on ne peut pas les analyser. C'est la même chose, c'est le même principe. Donc, on va remplir l'intestin grêle, on donne à boire. Il y a d'autres techniques qui sont plus sophistiquées pour avoir la paroi. Vous voyez ici, ça c'est le contenu de l'intestin grêle, le contenu qui est liquidien. Et ici, la paroi, vous voyez, la paroi, elle est très fine. Si on a un épaississement ou bien une lésion nodulaire, on est orienté facilement vers la lésion tumorale et vers la lésion inflammatoire. La même chose pour le côlon. Donc le côlon, quand il est vide, c'est vrai que l'exploration du côlon, c'est l'endoscopie, la colonoscopie, mais il faut savoir qu'il y a des patients qui ne peuvent pas supporter la colonoscopie. C'est pour ça, parfois on réalise ce qu'on appelle un coloscanner. Et le coloscanner, il y a plusieurs indications, donc on n'aura pas le temps de les détailler ici. Ou parfois, quand on veut réaliser un bilan d'extension d'une tumeur, par exemple, colique. D'accord ? L'intérêt, ou bien l'essentiel, il faut avoir une distension colique. La même chose, on peut faire un remplissage des côlons par voie basse, par de l'eau, et parfois par une insufflation aérique. Et ça dépend, est-ce qu'on veut réaliser une colonoscopie virtuelle ou bien un bilan d'extension du tumeur. Donc, l'idée globale, quand on veut analyser le côlon de façon précise, il faut le distendre. Comme ça, on analyse la paroi et le contenu. La même chose. Donc là, pour l'analyse de l'appendice, en fait, ça dépend. Un patient maigre, en général, l'analyse, il est beaucoup plus
facile par l'échographie. Donc, quand vous suspectez, ça c'est un message qui est très très important à donner aujourd'hui, un patient maigre qui a une douleur de la fosse iliaque droite, suspicion d'appendicite, vous demandez l'échographie, elle est largement suffisante. Par contre, un patient obèse, l'échographie est toujours difficile. Dans ce cas-là, il ne faut pas perdre de temps. Le scanner, c'est l'examen clé pour poser le diagnostic. Comme dans ce cas-là, vous voyez la corpulence gastrique, c'est un patient qui est obèse. Donc, on voit l'épaississement qui est manifeste de l'appendice sur cette coupe axiale et sur cette coupe coronale. On voit l'épaississement appendiculaire et le diagnostic est posé et on passe au traitement par la suite. Les ganglions, en général, on arrive à les analyser de façon facile. Donc, à chaque fois qu'on a une augmentation de la taille des ganglions à l'état normal, et bien sûr, on voit les penchements. Donc là, on va essayer d'analyser ensemble quelques cas, d'accord? Ici, donc, pardon. Donc ça, c'est un scanner. Il est sans injection ou bien après injection? Sans injection. Pourquoi? Parce que tous les vaisseaux sont vides. Et le scanner sans injection, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Par exemple, un patient qui a une colique néphritique, en général, on n'injecte pas. On demande un scanner abdominopelvien parce que qu'est-ce qu'on cherche en principe? On cherche la lithiase. La lithiase, elle est visible, elle est dense et on arrive à avoir un diagnostic. Également, une notion très très importante, quand j'ai mentionné sur le compte rendu, je n'ai pas parlé de la vésicule biliaire. Pourquoi? Parce que l'analyse de la vésicule biliaire, c'est l'apanage de l'échographie. Le scanner ne permet pas de voir les lithiases vésiculaires. C'est rare qu'on les voit parce que la plupart des lithiases sont des lithiases cholestéroliques. Donc, il ne faut pas. Dans nos comptes rendus, si on ne parle pas de la vésicule biliaire, c'est exprès. Parce qu'on peut ne pas voir la vésicule biliaire, ne pas voir le contenu et l'hypodense. L'échographie, il est mieux que le scanner. Par contre, dans les voies urinaires, le scanner, il est fondamental. C'est fini, l'ASP, tout ça, donc ce sont des choses qu'il faut dépasser. Une fois qu'on va voir la dilatation de l'échographie, il faut passer directement au scanner parce qu'il va nous montrer la lithiase, il va montrer la taille, la densité, etc. Comme dans ce cas-là, vous voyez, c'est un patient qui a des coliques néphrétiques, on réalise, parce que si on réalise un scanner avec injection, on va aggraver la fonction rénale. Donc là, on réalise le scanner, vous voyez sur le rein droit, on a des lithiases. Donc là, le diagnostic est très très facile et en général, on passe au traitement. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a cette lithiase urinaire et les diagnostics très très faciles. Et puis par la suite, on voit ce qui est en bas, ce qui est des phlébolites, etc. L'injection de produits de contraste en matière d'uroscanner, il va être réalisé en dehors de la crise algique. Un patient qui a une histoire lithiasique, on va mettre en place la lithiase pour la traiter. À ce moment-là, qu'on va injecter les produits de contraste. Donc vous voyez que l'injection, il dépend du contexte clinique. Colique néphritique, on n'injecte pas. C'est un scanner sans injection. Maladie lithiasique chronique, un scanner avec injection, ce qu'on appelle un neuroscanner. Donc là, un autre cas. Donc vous voyez là, sur le foie, il y a des lésions hypodenses, d'accord? L'intestin, bien le côlon qui est distendu. Donc on n'a pas donné à boire au patient, on n'a pas remplacé automatiquement comme ça. Le patient, il est venu dans un syndrome occlusif, donc on voit tout est distendu. Le scanner, c'est l'examen clé. Donc c'est fini l'ASP. L'ASP, il ne sert à rien du tout. L'ASP, c'est un examen qui fait perdre du temps au patient. Donc quand on a un syndrome occlusif, on passe directement au scanner. Même l'échographie, en général, n'arrive pas à avoir l'obstacle. Parce que quand on a une occlusion, c'est clinique. On a besoin d'un diagnostic topographique et un diagnostic étiologique, comme dans ce cas-là. Donc là, on a réalisé le scanner. Quand on défile, en général, sur le plan pratique, on défile comme ça. Vous voyez, ça, c'est la sonde gastrique. Il y a des lésions hépatiques qui sont très suspectes, ces lésions. Le grêle et le côlon sont distendus. Et on va en voir enfin qu'on va voir un épaississement, bien sténose. Donc là, tout est distendu. Vous voyez, ça, c'est la charnière recto-sigmoïdienne. Vous voyez là, une sténose, qu'on va la voir ici. Voilà. Ça, qu'est-ce qu'on a ici? On a une sténose qui est irrégulière. D'accord? Donc, c'est une sténose qui est tumorale. Donc là, le diagnostic, il est plus facile au scanner. Là, c'est un patient chez lequel on a une lésion rénale. En général, dans ce cas-là, on va réaliser un scanner en même temps vasculaire et urinaire pour mettre en place cette lésion, parce que cette lésion, on peut la traiter par
par une néphrectomie partielle. C'est pour ça qu'on a besoin d'un scanner adapté à cette lésion. Vous voyez que les scanners, ça dépend des indications. On a cette lésion qui est hypodense, on l'a située, sa topographie, ses rapports par rapport au vaisseau, ses rapports par rapport aux voies urinaires pour faire un traitement adéquat. Là, je passe un hydrocalice. Là également, le scanner il peut montrer l'épanchement aérique de faible abondance parce que parfois, c'est vrai que les seules indications qui restent maintenant de l'ASP, surtout pour rechercher un pneumopéritoine. Parfois, le pneumopéritoine est minime, le scanner il permet de le mettre en évidence facilement. Donc, vous voyez là un épanchement aérique entre le foie et le diaphragme. Vous voyez cet épanchement, c'est de l'air, c'est comme de l'air digestif entre le foie et le diaphragme. Donc là, sur cette coupe, bien cette reconstruction coronale, qu'est-ce qu'on a ici? On a le foie, on a le diaphragme et on a de l'air entre le foie et le diaphragme. Donc là, donc sur cette coupe axiale, on a des diverticules coliques et certains diverticules coliques, ils peuvent se rompre. Quand il va se rompre, il y a de l'air au niveau de la cavité péritoniale et de l'air remonte en haut entre le diaphragme et le foie. Donc là, vous voyez, ce sont des diverticules coliques et un diverticule s'est rompu avec un pneumopéritoine. Là, c'est une patiente de 53 ans et la nictère d'installation progressive. À votre avis, on commence par quoi comme examen? Le premier examen. Échographie, très bien. L'échographie en premier. L'échographie, qu'est-ce qu'il va montrer? Il va nous montrer la dilatation des voies biliaires. Quand il y a dilatation des voies biliaires, il faut confirmer la nature. Est-ce que c'est l'obstacle, est-ce qu'il est lithiasique? Est-ce que c'est un obstacle tumoral, etc. Le plus souvent, on passe le scanner. Donc, vous voyez là, sur ce scanner, maintenant vous êtes devenu fort au scanner abdominal. Donc, à chaque fois qu'on voit les voies biliaires un peu dilatées, c'est-à-dire, il y a un obstacle. Donc, vous voyez là. Donc là, c'est une voie biliaire principale qui est dilatée. Donc, dilatée en amont d'un obstacle. Vous voyez, l'obstacle, il est en bas. Donc, on va le voir ici. Donc là, l'obstacle, il est en bas. Donc là, c'est quoi? C'est le bas cholédoque. Et ça, c'est le duodénum. Donc c'est le confluent entre le bas cholédoque et le duodénum. Donc c'est une lésion qui est à ce niveau-là. Comment on appelle cette lésion? Très bien. C'est l'empylome vatérien. Parfois, on peut trouver, parfois, il peut être également parfois secondaire à une lithiase. Voilà. Lithiase. Dans ce cas-là, c'est une lithiase. Là, c'est une patiente de 72 ans. Donc, on voit une dilatation de la voie biliaire principale. Donc, on voit déjà sur le foie, les voies biliaires sont un peu dilatées. Et ça, c'est le pancréas. Et on voit le canal de Versung qui est dilaté. D'accord? Donc, vous voyez la dilatation aussi bien de la voie biliaire principale. Et ça, c'est le canal de Versung. Voilà. Et ça, c'est une lésion qui va faire saillie au niveau du duodénum. C'est ça, l'empylome vatérien dans sa forme exophytique. Là, c'est une patiente de 84 ans. La même chose. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Une dilatation au niveau biliaire. D'accord? Ça, c'est une branche portale qui est bien opacifiée. D'accord? Et toujours la dilatation. Là, c'est le pancréas avec les contours lobulés d'aspect normal. D'accord? Et puis, on voit à ce niveau-là, il y a un obstacle à ce niveau-là. Un obstacle au niveau des bas cholédoques avec un canal de Versung dilaté, c'est-à-dire c'est un obstacle au niveau de la voie biliaire principale. Et c'est un obstacle qui va se rehausser. Donc, c'est une tumeur de la voie biliaire principale. Là, patient de 74 ans, altération de l'état général ictère. Donc déjà, cliniquement, on va penser à une histoire néoplasique en général. Donc on voit ici la même chose. Donc vous reconnaissez maintenant la dilatation des voies biliaires. D'accord, elles sont dilatées. D'accord, donc toujours la dilatation des voies biliaires, la voie biliaire principale. Donc qu'est-ce qu'il faut analyser par la suite? À côté de la dilatation des voies biliaires, chez un patient de cet âge avec ictère. Très bien, on va penser au pancréas. Donc il faut voir, est-ce qu'il y a une dilatation du canal de Versung. D'accord? Donc on voit ici le pancréas qui est atrophique, effectivement, avec un canal de Versung qui est dilaté. Donc là, il faut chercher
qu'est-ce qu'il faut chercher? Une lésion, en général, au niveau de la tête des pancréas. Très bien. Donc là, vous voyez, au niveau de la tête, il y a une lésion au niveau de la tête des pancréas. Donc là, c'est un cancer de la tête des pancréas. Et là, le rôle du scanner, c'est un rôle fondamental. C'est parce que c'est le scanner qui va nous dire est-ce que c'est un patient à opérer ou bien c'est un patient chez lequel on va réaliser une chimiothérapie après confirmation histologique. Donc le rôle du scanner, c'est un rôle fondamental parce que c'est lui qui va faire le bilan d'extension. Là, je passe à... Dans certains cas, on a des maladies rares. Par exemple, comme dans la maladie de Van Hippel-Lindau, il y a des lésions kystiques. Par exemple, ça, c'est les reins. Et au niveau des pancréas, il y a des lésions kystiques qu'on les voit de temps à autre. Voilà, donc je termine par quelques messages. Tout d'abord, les examens d'imagerie et surtout le scanner abdominopelvien, il ne doit pas être demandé de façon systématique. C'est un examen qui va être demandé après, après avoir bien analysé les données cliniques et parfois à l'issue des examens de l'échographie qui peut être demandé en premier, à partir de laquelle on va demander cet examen. Et comme je l'ai dit, cet examen, on ne va pas le réaliser avec le même protocole. Le protocole d'examen, il dépend de votre indication. D'accord? Donc vous voyez que la colique néphritique, on fait un examen sans injection. Par exemple, si on veut explorer une tumeur hépatique, il y a le temps artériel, le temps veineux, etc. Donc vous voyez, il y a plusieurs protocoles. Si on veut explorer par exemple le côlon, il y a un protocole. On veut explorer l'estomac, il y a un protocole, le grêle, etc. Donc vous voyez que la technique de l'examen, l'exploration, elle dépend de l'indication. Et si on fait un bon examen avec une bonne technique, l'interprétation devient facile. Donc si on fait, bien sûr, de cette technique-ci n'est pas respectée, l'interprétation devient très très difficile. Voilà, donc pas de demande d'imagerie sans examen clinique. Donc voilà, l'examen clinique, c'est fondamental. Voilà, donc l'idée générale, c'est qu'il faut travailler ensemble parce que chacun dans son coin, il ne peut pas avancer, il faut travailler ensemble. Et il faut avoir, pourquoi on a opté pour ce cours, il ne faut pas accepter ce qu'on vous donne, il faut avoir l'esprit critique. À chaque fois qu'on reçoit un examen d'imagerie, surtout si on a une orientation clinique et une orientation première échographique, il faut avoir l'esprit critique pour chercher donc est-ce que ce qu'il y a dans le compte rendu, est-ce qu'il correspond exactement aux données cliniques et éventuellement aux données échographiques. Voilà, je vous remercie et donc il y a 2 minutes pour s'il y a des questions. Merci, Dr Mahi, pour cette excellente présentation. Je donne la parole à la salle s'il y a des questions à poser. Oui. Nous avons 2 minutes. Merci, professeur, pour l'exposé. En cas de suspicion d'un obstacle sur la voie biliaire principale, est-ce qu'il faut demander un scanner ou une bilier IRM? Merci. Très bien. Donc ça, c'est une excellente question. Donc en fait, le contexte de la maladie lithiasique et néoplasique, c'est un contexte différent. Quand on suspecte une maladie lithiasique, le plus souvent, comme je vous ai dit, on commence par l'échographie. Quand on a une dilatation des voies biliaires, il ne faut pas demander le scanner. Parce que le scanner, comme je vous ai dit, les voies biliaires, on voit rarement lithiase. À ce moment-là, il faut demander une bilier IRM. Ça, c'est le contexte lithiasique. Quand on a un contexte néoplasique, ictère, altération de l'état général, on s'attend à retrouver une lésion tumorale. Dans ce cas-là, on demande le scanner. Donc, vous voyez, c'est le contexte clinique qui va préciser. Donc, contexte lithiasique en général, la bilier IRM. Contexte néoplasique, c'est le scanner. Il y a une autre question? Oui. On remercie Simahi pour son exposé, qui est toujours très didactique. Donc, merci beaucoup. Alors moi, j'aimerais, je suis content que vous ayez fait cet exposé et vous avez insisté sur l'indication. Effectivement, c'est le grand message qu'il faut apporter, c'est l'indication. Parce que l'indication va conditionner non seulement le scanner, mais aussi le type d'examen. Et là, il faut effectivement une très bonne collaboration entre le prescripteur et le radiologue. Et le message que je voudrais faire passer, le deuxième message, c'est qu'il ne faut pas hésiter. Quand vous avez un doute sur un examen, n'hésitez pas à appeler le radiologue avec qui vous avez l'habitude de travailler et discuter. Quel type d'examen
vous pouvez préconiser pour votre patient, parce que le but, c'est d'arriver à une réponse. Donc, quand on fait un examen, on a une question, la conclusion doit apporter une réponse à cette question. Donc, ça c'est le premier message. Le deuxième message, en ce qui concerne la lecture, et c'est ce qui a été dit par Sibarada en début d'exposé, actuellement, on ne lit plus sur des plaques. C'est-à-dire, la plaque, effectivement, c'est juste pour voir la qualité de l'examen et avoir un œil critique dessus. Maintenant, toutes les lectures se font sur CD et sur écran. Et je pense que la plupart des médecins sont actuellement équipés avec un ordinateur. Et ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas aussi à aller vers votre radiologue pour qu'il vous montre comment on effectue cette lecture, etc. Parce que le but premier, comme je l'ai dit avant tout, c'est d'arriver à une réponse. Voilà. Merci Voilà. beaucoup. Effectivement. Une question? Bon, je crois qu'on va remercier le docteur Mahi pour son exposé. Et on va appeler Madame Alali Nazik, chef de service de radiologie à l'hôpital. Mais avant, on me dit que j'ai failli à ma mission. C'est Mahi. Maroc, et restera un jour.